Bonjour à tous. On a pris un tout petit peu de retard, alors je vais commencer. Je vais me mettre ici, comme ça je serai avec nos intervenants. Je vous laisse vous installer pour ce prochain focus, donc le focus numéro 10. Voilà, qui clôturera, après il y aura une conclusion à ne pas manquer, une très belle keynote, voilà, pour conclure cette très belle journée. Donc, directrice de la rédaction de Bâti Actu, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 10e focus, donc des entretiens cadres de ville, intitulé « Construire avec la ville déjà là ». À l'heure de l'urgence climatique, de la nécessité de réduire consommation d'énergie et gaz à effet de serre, alors qu'il est question désormais de zéro artificialisation nette et de bas carbone, la réhabilitation, bien sûr, vous l'avez vu tout au long de la journée, est plus que jamais au centre des préoccupations. Mais au-delà de la simple question environnementale, il est aussi question de redynamisation des villes, d'adaptation aux usages, de valorisation de l'économie sociale et solidaire, de revitalisation et de transformation des entrées de bourgs. Je vous laisse vous installer. 3 projets vont ainsi vous être présentés. 3 projets dont le point commun est de construire avec la ville déjà là, en luttant contre l'habitat ancien dégradé avec une politique spécifique de lutte contre le logement vacant avec M. Vincent Bougamont, directeur général de la Fabrique des quartiers. Vous pouvez applaudir nos intervenants quand même, je ne vous ai pas trop entendu là. C'est quand même chouette de venir nous présenter de beaux projets. En expérimentant un urbanisme transitoire dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'un patrimoine industriel à Rennes. Donc je suis ravie d'accueillir M. Mehdi Tefaï, responsable d'opération du territoire de Rennes. Et enfin, en s'intéressant aussi à nos entrées de ville avec Jean-Noël Carpentier, maire de Montigny-les-Cormeilles, et Pascal Barboni, directeur général adjoint au développement du groupe Fray. Voilà, vous pouvez les applaudir aussi. Qui nous exposeront à un retour d'expérience de redynamisation d'une entrée de ville dans le Val d'Oise. Donc, quelles sont les clés pour monter de tels projets? Quelles difficultés ont été rencontrées? Comment ont-elles été surmontées ou non? Nos intervenants vont vous présenter tour à tour leurs projets. Présentation à l'issue de laquelle, vous le savez, vous pourrez poser vos questions, donc en présentiel ici dans cette salle ou à distance. J'ai bien la petite tablette, donc n'hésitez pas, à ceux qui nous suivent à distance, à nous poser vos questions. Et nous entamerons ensuite une petite discussion, voilà, une petite table ronde, lors de laquelle vous pourrez bien évidemment poser également des questions. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec notre premier projet, la lutte contre la vacance, le logement ancien dégradé au service des politiques de l'habitat dans la métropole lilloise. Un taux de vacances élevé sur certains quartiers alors que le besoin de logement existe. Comment remobiliser l'existant? Quelles méthodes et quelles procédures pour identifier, sélectionner et transformer dans un premier temps 600 logements sur 24 communes, puis élargir la démarche à un plus grand nombre d'adresses? Monsieur Bougamont, directeur général de la Fabrique des quartiers, c'est à vous. Bien, merci, bonjour à vous tous. Alors parlez bien devant le micro, voilà, qu'on vous entende bien. Bonjour à vous tous. Alors l'exemple de Nice était intéressant parce qu'on voit comment gagner des mètres carrés en surélevant. Nous, on est plutôt dans une démarche d'aller chercher des mètres carrés qui sont existants mais qui sont vacants, et sur des opérations qui sont encore plus petites parce qu'on est à l'échelle d'une parcelle, d'une maison, et on est vraiment dans de l'urbanisme à la petite cuillère, si vous me passez l'expression, et façon un peu poncture. Alors, la question de l'habitat vacances sur la métropole, c'est moi qui dirige en fait le truc là, d'accord. Toc, toc. Alors voilà, le bouton vert. C'était pour m'applaudir. C'est bon, vous y êtes. Et, alors, la vacance sur le territoire de la métropole lilloise, c'est 1 250 000 habitants, c'est 95 communes. C'est une métropole industrielle de par son histoire, et c'est un taux de vacances moyen qui est... alors, c'est une métropole qui se caractérise par un habitat ancien dégradé qui est très majoritairement présent, un urbanisme horizontal fait de maisons individuelles le plus souvent, avec beaucoup de logements qui datent d'avant 1949, ils sont vieux et souvent obsolètes dans leur forme également. Et c'est aussi lié à ce type d'habitat des problématiques sociales avec des populations d'une très grande pauvreté, parfois et très souvent dans les quartiers où nous intervenons, qui relèvent de la politique de la ville, des caractéristiques sociales qui sont plus accentuées que ce qu'on peut rencontrer dans le patrimoine des bailleurs sociaux.
La fabrique des quartiers a été, pardon, je ne maîtrise pas, voilà. Elle a été créée pour répondre pour concentrer un certain nombre d'outils qui sont vraiment dédiés au traitement de cette question de l'habitat ancien dégradé, avec toutes les missions qui sont inhérentes à ce type d'activité qui est assez particulier. L'insalubrité, la vacance, dont je vais parler ensuite, la production aussi d'une offre renouvelée sous des formes différentes, que ce soit par la remobilisation du parc ancien et sa réhabilitation, que ce soit également sous forme de micro-projets de renouvellement urbain, pardon, la revitalisation des activités de proximité, parce que je dirais en guise d'exemple, il y a un lien très fort entre le commerce et la vacance, les copropriétés dégradées et également des études de programmation urbaine liées à ces quartiers d'habitat anciens qui mobilisent des outils un peu particuliers. La question de la vacance sur la métropole, c'est 40 000 logements vacants, dont 30 000 dans le parc ancien. On met en face, et ça veut tout dire et rien dire, 50 000 ménages en attente d'un logement social. Mais quand même, ça donne une idée des enjeux. Un taux moyen de vacances qui est assez habituel dans ce type de métropole, comme la nôtre, c'est-à-dire à peu près 7% du parc. Mais comme le montre la carte que vous voyez de très loin, j'imagine, une concentration géographique très forte, y compris dans les cœurs de ville anciens et dans les villes-centres de Lille, de Roubaix, de Tourcoing. Un patrimoine bâti très ancien qui caractérise également ce parc. Une vacance qui est dure et prolongée. Et on estime que sur ces 30 000 logements vacants du parc ancien, il y en a 9 à 10 000 qui sont dans une situation de vacances de plus de 2 ans, et 2300 parmi eux d'une situation de vacances de plus de 5 ans. On trouve dans ce parc une grande diversité de situations. On trouve aussi bien des petits immeubles de rapport comme celui qui est à gauche, qui est un immeuble en plein cœur du centre-ville de Lille, comme des maisons de maître, comme des maisons ouvrières en bande, comme du pavillon qu'on trouve un peu dans toutes les communes finalement. C'est un habitat qui est concentré mais qui est aussi très dispersé. Et c'est des problématiques qui touchent aussi bien les communes rurales que les villes-centres de la métropole. Les causes de cette vacance, alors, je sais pas, voilà, oui. C'est... on a fait des études sur ce sujet pour comprendre dans un premier temps, avant d'intervenir avec des outils opérationnels. Et c'est la question de la propriété qui est très, très liée à cette question de la vacance. On a des propriétaires volontaires, parfois, mais qui ne savent pas ou qui ne sont pas décidés à remobiliser leur patrimoine et le remettre dans le circuit immobilier. On a des propriétaires qui sont inactifs, pour des raisons souvent d'ailleurs de spéculation, ou simplement on fait du patrimoine, on ne veut pas qu'il soit occupé parce qu'il risque d'être dégradé, et on garde ce patrimoine pour les enfants pour plus tard. Des propriétaires inconnus ou disparus. Alors dans des régions industrielles, c'est assez courant parce qu'on a eu des vagues évidemment d'immigration. Les gens ne sont pas fort repartis au pays, et puis ils avaient acheté une maison, et puis on ne sait plus qui en est propriétaire aujourd'hui, sur des maisons, par exemple des petites maisons de courée qui sont très particulières. Des propriétaires qu'on ne connaît plus, et avec des cas de succession vacante qui sont assez pléthoriques, où c'est des petites choses, elles ne valent pas très cher, parfois il y a beaucoup d'indivisionnaires, et les notaires, ça ne les passionne pas particulièrement, donc les choses restent en l'état pendant de nombreuses années. Enfin, des propriétaires qui ne sont pas souverains, c'est un cas de figure assez courant, entre des propriétaires qui sont sous curatelle, qui sont âgés, qui sont impécunieux, qui n'ont pas les moyens de retaper leur patrimoine et de le remettre sur le marché, et qui sont, voilà, pour une raison ou pour une autre, de santé physique, d'âge, qui ne sont plus en situation finalement de valoriser leur patrimoine et le remettre sur le marché. La métropole de Lille, elle s'est emparée assez tôt de cette problématique, dès les années 2014-2015, avec une première étude qu'elle nous avait passée, qui était de dire mais c'est quoi cette question de la vacance, parce qu'on avait finalement très peu d'outils pour la qualifier, et quel dispositif peut-on mettre en place pour essayer de remobiliser ces logements et les remettre sur le marché. Alors sur la droite de l'image, si vous la voyez, mais c'est un peu compliqué, on a en fait un dispositif qui est... l'image ne traduit pas, mais on est sur une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'en haut, on a un stock très important de logements vacants,
Et plus on descend, alors on fait dessus des premiers niveaux de diagnostic. Est-ce qu'il est vraiment vacant? Parce que très souvent, il ne l'est pas. On fait des enquêtes de terrain. Et puis progressivement, on arrive à dresser une typologie et une carte en se disant mais c'est quoi la vraie raison de cette vacance? Il n'y a plus de propriétaires, c'est les raisons que j'ai évoquées avant. Et progressivement, on engage des actions de plus en plus fines et de plus en plus précises. Par exemple, on a recours plutôt à des notaires généalogistes pour retrouver les ayants droit, s'il y en a. On intervient auprès des indivisions en essayant d'en trouver un qui soit partant pour revendre et pour revaloriser le patrimoine et pouvoir récupérer sa part d'héritage. On lance des procédures avec les villes qui sont compétentes sur les biens sans maître ou sur des états d'abandon manifeste ou sur d'autres procédures d'ailleurs de police comme par exemple des périls ou ce genre de choses ou des nuisances pour les riverains. Et on descend comme ça progressivement sur un corps de nombre de logements de plus en plus fin, jusqu'à être en capacité nous-mêmes, dans le cadre d'une concession d'aménagement, d'aller acheter, d'aller négocier, d'acheter ces biens, de les réhabiliter et de les remettre sur le marché en étant complètement retapés. Sachant que dans beaucoup de cas de figure, on est sur des bâtiments très très abîmés, pour lesquels il n'y a pas nécessairement de marché privé, d'intérêt privé à les recycler en faisant du business. On a comme ça, progressivement, diagnostiqué plus de 3000 logements aujourd'hui. On a contribué à en remettre directement ou indirectement 1800 sur le marché, c'est-à-dire en remobilisant des propriétaires, en réglant parfois des petites choses qui sont anodines, mais qui font que l'immeuble n'était pas loué, il était vide. On a contribué à débloquer 300 logements qui étaient dans des situations complexes de blocage, c'est-à-dire que par exemple, il n'y avait plus de propriétaires ou des indivisions complexes à régler. Et puis, progressivement, aujourd'hui, on est propriétaire des 25 premiers immeubles qu'on va réhabiliter pour y faire principalement du logement social, d'ailleurs, et de l'accession sociale à la propriété, avec un intérêt pour les communes qui sont carencées, article 55, et qui n'ont pas de terrain pour redévelopper du logement social. Et pour eux, c'est une opportunité d'y pallier. Alors, un petit exemple qui est celui du centre-ville de Tourcoing. Et pour l'illustrer, je commence par une carte du centre-ville de Lille, ce qui est assez cohérent. On a regardé, au travers d'une étude qui nous avait été confiée, on a inventorié 35 000 mètres carrés de planchers vacants dans l'existant, dans l'hypercentre de Lille, 35 000 mètres carrés. C'est-à-dire potentiellement 350 à 400 logements redéployables, alors que Lille est une capitale régionale qui est dynamique, avec un marché immobilier qui est fort développé, qui est spéculatif. Et la carte que vous voyez, on s'est intéressé, nous, c'est la carte des immeubles qu'on a relevés de l'extérieur, parce qu'on fait un travail de croisement, en fait, de bases de données qui croisent à la fois des données qui existent dans toutes les bases de données fiscales, logements vacants, etc., qu'on recoupe avec des relevés de terrain pour regarder, par exemple, la structure de propriété. Est-ce qu'on est en monopropriété, en copropriété, parce que les réponses ne sont pas les mêmes. Quelle est la structure cadastrale? Est-ce qu'on est sur un ensemble qui ne comporte qu'un seul lot, commerce et logement, ou au contraire, est-ce qu'on a plusieurs lots? La typologie du bâti, on a beaucoup de cas sur l'île intramuros, notamment d'immeubles qui sont des anciennes, qui sont issus du Moyen-Âge. Donc on avait le commerce en bas et puis le commerce au-dessus, sans accès indépendant aux étages. On a assez peu de copropriété. Les niveaux de dégradation, qui sont des éléments importants. Et puis progressivement, on arrive à dresser des cartes et à caractériser les questions de vacances jusqu'à cibler des plans d'intervention beaucoup plus ciblés, avec des outils qui vont bien, qui peuvent aller des outils incitatifs, opérations programmées d'amélioration de l'habitat, outils coercitifs, les opérations de restauration immobilière, par exemple, où on oblige les propriétaires à faire des travaux. Enfin, il y a plein d'outils qui peuvent être développés, qui vont du plus doux au plus volontariste. Le cœur de ville de Tourcoing, il y avait Michel-François Delannoy qui connaît bien ce centre-ville. En exemple, un centre-ville d'une ville de 100 000 habitants dans lequel il y avait plus de 30% d'immeubles vacants, rez-de-chaussée et locaux commerciaux.
Donc, on a acheté des immeubles, on a fait de l'urbanisme transitoire, on a fait des réhabilitations globales, on a fait de la gestion locative, on valorise les actifs, on valorisera les actifs qu'on a créés dans 7 ou 8 ans. On est progressivement passé dans ces opérations-là d'un métier d'aménageur qui était de produire du foncier à aménager, à commercialiser, à un métier de... Alors nous, on le faisait dans l'ancien, mais il y avait des micro-projets de renouvellement urbain, et nous, on commercialisait des mètres carrés de plancher à réhabiliter. On est passé progressivement à un métier de promoteur, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'on ne vendait pas nos produits avec leur cahier des charges parce qu'il n'y avait pas de modèle, il n'y avait tout simplement pas de marché pour ce type de produit. Donc on a commencé à les réhabiliter par nous-mêmes, on est devenu promoteur. Et puis progressivement, pour des questions d'amélioration de bilan, on a, notamment sur des marchés immobiliers qui ne sont pas très actifs, on a commencé à les garder en stock, à les exploiter pour que les produits d'exploitation viennent en diminution des déficits et également... Je dis que vous aviez encore une petite minute. Non, je vous avais dit que c'était bavard. Également pour espérer que la revente à 7 ou 8 ans, une fois que l'opération est développée, on puisse les valoriser dans un marché qui est plus porteur que celui dans lequel on intervient aujourd'hui. Alors, on a travaillé aussi dans ce dispositif sur la remobilisation des propriétaires qui avaient des immeubles vides, sachant que dans les centres-villes, une des problématiques, c'est que les immeubles sont en monopropriété, tout le rez-de-chaussée est lié qu'aux commerçants qui n'exploitent que le rez-de-chaussée, parfois l'étage, en lieu de stockage, et que finalement, l'économie de ces projets-là se fait en réexploitant la totalité des mètres carrés. Et contrairement à ce qu'on pouvait trouver il y a 50 ans, entre 40 ou 50 ans, aujourd'hui, c'est le logement qui vient consolider le bilan de l'opération. Des opérations de réhabilitation, vous avez quelques images en illustration, mais aussi de démolition, reconstruction, parce qu'une des particularités du commerce, c'est qu'il abîme les structures et le patrimoine. Alors, on est dans un cœur historique qui est ancien, donc on est dans des vieux immeubles, mais aussi la pression du coût de location des mètres carrés fait que les preneurs exploitent au maximum les mètres carrés du rez-de-chaussée, et ça au détriment des structures. Bon, c'est lié aussi à la typologie d'immeubles qui sont petits, donc avec des petites surfaces commerçantes qui ne sont pas tout à fait adaptées aux besoins du jour. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Et également sur des problématiques pour nous qui ne sont pas des problématiques de densification, mais au contraire, c'est plutôt des problématiques de dédensification, parce qu'on est sur des cœurs de ville très minéraux, très construits, parfois construits à 100%, il n'y a plus un mètre carré d'extérieur privé. Donc on a un vrai sujet pour nous de retrouver dans nos opérations une cour, un bout de jardin, un extérieur privatisé pour pouvoir y développer des aménités dont on a besoin aujourd'hui quand on habite dans un centre-ville. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors peut-être, j'ai déjà une petite question par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer, parce qu'on voit que ce sont des processus qui sont quand même très longs. Vous rassemblez un certain nombre de métiers différents, vous parliez des notaires, des généalogistes, il faut remonter tout ça. La principale difficulté, c'est ça, ou c'est aussi la problématique du financement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, on est sur des opérations qui sont par essence, qui sont pas déficitaires. Sur l'opération, sur le programme de Tourcoing, c'est pas des grands programmes, c'est 3000 m² en tout. On est sur des budgets de l'ordre de 12 millions d'euros. Et le fait de garder en exploitation le patrimoine fait qu'on arrive à limiter la participation publique à peu près 25% du bilan. Donc c'est un bilan qui tombe plutôt bien par rapport à nos opérations habituelles sur l'habitat ancien qui sont particulièrement déficitaires. Donc il y a effectivement une problématique effectivement de financement, et on a la chance de travailler avec un établissement public foncier qui est dans les Hauts-de-France particulièrement dynamique et qui nous accompagne très fortement dans nos programmes. On est allé chercher Action Logement sur ces programmes loués pour l'emploi qui vient financer une partie de la réhabilitation et nous consolider notre modèle cette fois de gestionnaire, d'exploitant. Une difficulté effectivement sur des micro-projets qui demandent énormément d'ingénierie et de compétences différentes. C'est de l'habitat, c'est du foncier, c'est des procédures, donc c'est du droit. C'est du temps long en plus. Et c'est long, voilà. Donc c'est des micro-opérations complexes
Mais qui valent le coup à la fin. Qui valent le coup enfin, dans un centre-ville, ça se voit très vite quand même quand on passe devant les vitrines qui ont été... voilà, et on voit que ça suscite des effets d'entraînement. Mais oui, c'est un travail de fourmi qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de croisement, beaucoup de compétences sur des objets tout petits finalement. Bien sûr, merci beaucoup. Alors peut-être une question dans la salle pour ce projet particulièrement? Non, pas de questions à distance. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure, Monsieur Bougamont, donc à la fin des autres présentations. Et passons maintenant au projet Les Halles en commun à Rennes. Voilà, avec Monsieur Teffahi, une expérience de permanence urbaine et de préservation du patrimoine industriel. Donc le site industriel d'Euroshelter est de plus de 13 000 m², vous allez nous le dire, nous raconter tout ça, est devenu vacant en septembre 2022, un patrimoine industriel qui était complètement fermé. Territoire Rennes décide de garder l'architecture industrielle et met en place une démarche d'urbanisme transitoire en mobilisant en particulier des entreprises de l'économie circulaire. Comment mener à bien un tel projet? C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on n'est pas à Lille, contrairement à ce que l'image peut laisser croire. Des bâtiments comme ça, on n'en a pas beaucoup à Rennes, donc on essaie de les garder quand on les a. Et là, on a essayé de faire un petit peu différemment. Non seulement on le conserve, mais on parle de permanence urbaine, donc je vais vous raconter un peu ce qu'on entend par là. Pour ça, je fais un petit détour. Alors ça, c'était plutôt à mon directeur général de raconter ça, qu'est-ce que c'est que territoire, mais je m'y colle. Je ne vais pas vous faire la messe, mais voilà, territoire, on est aménageur historique de Rennes Métropole, donc on intervient sur tout le territoire. On a énormément d'opérations, d'aménagement, de ZAC, un peu voilà, classiques, hein, et c'est un des territoires les plus ZACés, hein, comme on pourrait dire, de France. Donc on a une variété d'activités assez large et un spectre qui fait que on travaille aussi dans la résorption de l'habitat insalubre, hein, comme la fabrique des quartiers. On a une équipe dédiée à ça. On travaille aussi sur du patrimoine plus industriel et notamment sur l'ex-site PSA, donc avec des logiques de réimplantation industrielle assez lourds. Et puis on a ce projet aussi qui a fait date un peu chez nous, qui est l'hôtel Pasteur, qui a été mené par Patrick Bouchin avec cette logique de permanence architecturale. Et là on s'est dit, tiens, on a un beau site industriel, et si on appliquait cette logique à l'échelle d'un site de 4 hectares. Donc c'est un petit peu ça le postulat d'origine. Alors, pas mal de connexions avec Lille, hein, du coup, et on le voit aussi dans le patrimoine, donc j'en ai parlé un petit peu. Donc, ancien site industriel et militaire, ancien arsenal de la ville de Rennes, sur le site de la Courouse, donc qui est une friche urbaine en cours de réhabilitation, une des plus grosses opérations ZAC actives rennaises. Et là, on est sur le dernier secteur, on va dire, du mandat. Donc on récupère 4 hectares et demi. Quand l'entreprise part, elle nous laisse 13 000 m² de bâtiments existants. Donc voilà, donc on s'est posé la question de ce qu'on allait en faire. Et puis là, j'ai mis effectivement, on a la chance d'être démonstrateur de la ville durable, donc d'avoir des financements, pour en reparler aussi, de la Banque des Territoires, qui nous a poussé à être innovants sur plein de thématiques. Et donc le projet, à terme, vous le voyez vaguement à droite, c'est tout à la fois conserver et densifier. Donc ça, c'est notre enjeu premier, c'est de se dire qu'on est à 500 mètres de la ligne B du métro. Donc on a un impératif de sobriété foncière. Comment est-ce qu'on fait pour conserver et densifier? C'est l'enjeu qu'on s'est donné. Donc vous voyez, on va conserver la plupart des bâtiments et puis développer 250 logements et 10 000 mètres d'activité, donc de la mixité dans la programmation, ce qui nous permettra pas mal de choses. Et on a aussi des programmes mixtes, j'y reviendrai un peu rapidement, habitat participatif et solidaire, parce qu'on travaille avec Habitat Humanisme et un tiers-lieu. Donc on a 3 grandes thématiques que je vais balayer rapidement, parce que l'objectif, c'est pas tellement de vous parler de ça, plutôt de permanence urbaine, mais quand même, on a une centrale des mobilités, une boucle d'autoconsommation collective, un schéma d'économie circulaire. Le premier point, ça ne veut pas bouger. Ça vient. Voilà, une boucle d'autoconsommation collective. Alors, je ne vais pas faire très long là-dessus, hein. C'est un principe que vous connaissez probablement, qui est qu'on peut appeler la map de l'énergie. Quelque part, c'est en gros produire directement donc, en toiture avec des photovoltaïques et consommer directement la production qui est réalisée
en toiture. Et ça marche notamment parce qu'on a de la mixité logement-bureau, donc avec voilà, tout un tas de questions juridiques qui se posent et qu'on est en train de traiter. Mais ça nous permet de traiter cette question énergétique. Donc un des points qu'on peut aussi traiter en tant qu'aménageur, c'est ça, avec une personne morale organisatrice, et là en l'occurrence le SDE 35, le syndicat d'énergie, associé à la SEM du syndicat Énergive, sur lequel on est en train de travailler pour mettre à disposition les toitures et permettre de produire directement en toiture. Autre point important et un peu fondement sur le projet, c'est bien sûr un projet aussi d'économie circulaire. Donc on commence déjà par voir ce qu'on a comme bâtiment. On va démolir, alors on devrait plutôt dire déconstruire 3000 m² et en réhabiliter 6000. Donc on a un potentiel, je dis rapidement, de 6% de ressources réemployables. Et donc on s'est fixé des objectifs assez ambitieux par bâtiment et en fonction des filières, alors notamment les filières de ce qu'on a bien sûr en termes de matériaux, mais aussi les filières locales, de se dire qu'on va aller, notamment vous voyez les menuiseries vitrées, c'est un peu une niche, mais il se trouve qu'on a une entreprise qui s'y met et qu'on voulait appuyer là-dessus, et ça on le fait aussi parce qu'on a une plateforme physique, une plateforme. Donc on a un opérateur qui va être présent et occuper un des bâtiments qui s'appelle Bâti Récup et qui va nous permettre de jongler entre les bâtiments qu'on va déconstruire, les nouveaux bâtiments et permettre de valoriser un maximum de matériaux. Voilà, je vais vite là-dessus. Dernier point de programme, c'est la centrale des mobilités. Alors c'est pas du greenwashing, c'est un peu le terme à la mode pour parler de parking. Mais ça fait plus joli, comme c'est joli, la centrale des mobilités. Oui, alors c'est pas seulement effectivement cacher le parking, parce que l'objectif c'est aussi d'amener des services importants. Le principe, c'est comme on est sur du patrimoine existant, évidemment on ne va pas faire de parking en sous-œuvre, ça coûterait trop cher. Donc tous les logements et l'activité auront un parking déporté à 200 mètres. Ça, on l'a fait, donc ça veut dire qu'on a mis une règle au PLUI à 0, ce qui nous permet de gérer la temporalité entre les permis de construire et la réalisation des places. On va faire du foisonnement, donc on va faire un petit peu moins de place que ce qu'on aurait strictement dû faire. Mais voilà, comment est-ce qu'on gère les 200 derniers mètres? Et puis vous allez le voir aussi, il y a des questions d'activité au sein du site. Comment est-ce qu'on fait pour accéder au plus près, notamment les apports, comment dire, les arrêts minutes, etc. Voilà, donc ça c'est les 3 points sur lesquels on s'appuie, mais ce qui est l'essentiel du projet. Et ce qu'on a fait depuis un an, c'est un projet vraiment d'urbanisme transitoire. Alors, on parle beaucoup d'urbanisme transitoire à tort et à travers dans beaucoup de projets. On y tient beaucoup à ce terme plutôt que temporaire. Ça a déjà été un petit peu évoqué ce matin. L'objectif, c'est pas de faire juste d'accueillir. Donc, on remplit les bâtiments jaunes, là en gros, 5000 m². Ils sont déjà pleins là maintenant, ça commence à voilà, bien se remplir. Et l'objectif, c'est effectivement qu'on ne fasse pas juste du temporaire, on vous accueille et puis dans 3 ans, parce que ça va durer 3 ans, ciao. Le but, c'est vraiment de les impliquer. Les impliquer, alors, dans ES10, le petit bâtiment que vous voyez qui fera 5000 m², qui est le futur tiers-lieu du site, j'y reviendrai un petit peu. Donc en gros, l'objectif, c'est un peu une opération tiroir, c'est de reloger tous ceux qui sont dans les bâtiments jaunes, là, dans le ES10. Mais c'est aussi les impliquer dans la construction du projet urbain. Donc ça, c'est un enjeu aussi qu'on s'est donné. Qui puissent participer, pas seulement en tant que locateur, mais en tant que locataire, mais en tant qu'acteur du projet. Et c'est là où on applique aussi les principes de permanence urbaine. Donc ça veut dire que territoire, moi j'ai un bureau là-bas, donc je passe pas mal de temps sur place pour aussi être au cœur du projet. Alors on aurait pu se dire, pourquoi vous n'avez pas confié ça à un Yes We Camp, plateau urbain, des gens qui font ça. Parce qu'on s'est dit que finalement, en tant qu'aménageur, on était sûrement les mieux placés pour être au cœur un peu du réacteur, des usages, de la programmation, et que du coup,
on pouvait le faire. Alors, ça veut dire qu'on change de métier un petit peu. Hein. Je suis un petit peu en train de changer, là, en ce moment, de faire aussi de la voilà, je me forme à la sociocratie, à l'organisation de tous ces acteurs et actrices. Et on a 3 cercles. Alors, je vais rapidement, mais voilà, le socle, hein, le principal, c'est l'économie circulaire. On en a parlé un petit peu, donc on aura Bâti Récup, mais on aura aussi des ressourceries présentes sur place. Et d'autres acteurs, notamment du recyclage, enfin du compostage, etc. On a aussi ouvert à des acteurs de l'urbanisme, parce qu'on veut aussi réfléchir avec eux, donc ça je vais revenir aussi sur le projet urbain, et puis de la culture, parce qu'on applique aussi les principes d'urbanisme culturel, en se disant qu'on peut amener des outils de l'art et de la culture dans le projet urbain. Alors pour faire ça, on s'est associé, on a 2 collectifs qui nous accompagnent sur 3 ans, 3-4 ans. Le premier projet, c'est de faire des festivals, donc ça a lieu cette semaine-là. Ça veut dire en gros des chantiers participatifs. Donc on a un collectif qui nous accompagne. L'idée, c'était, alors c'est un vieux site, c'est un site industriel très minéral. Hein. Et l'objectif, c'est que on connaît les temps de la concertation. Hein, quand on implique les gens, généralement, ils sont plus là, ils ont déménagé le moment où on réalise le projet. Là, c'était l'idée de se dire, on active, on préfigure et on le fait tout de suite. Et donc là, pendant 3 ans, et là c'est en ce moment même, hein, avec des étudiants, étudiantes notamment, on va commencer à poser du mobilier, à occuper l'espace. Bon, c'est le principe d'urbanisme tactique, hein, mais qu'on veut vraiment appliquer là tout de suite dès le début du projet. Et puis un autre point qui est encore plus important, et on se dit souvent, bah, c'était super ce projet, mais c'est dommage de ne pas l'avoir suivi au long cours. Et ben là, on a une mission de documentation, donc on va associer le monde universitaire et le monde artistique au projet pour sortir un espèce de guide du transitoire. Alors c'est pas l'idée de faire ce que ferait le CEREMA ou autre, hein, mais c'est un peu un guide critique. En gros, qu'est-ce que c'est que, en quoi et là ce soir il y a une agora justement, donc ils organisent un espace public. La thématique c'est doit-on continuer à construire. Bon, là, on est dans l'actualité, mais l'idée c'est de poser cette question aussi au grand public. Je ne veux pas dire qu'on a la réponse, mais vous avez vu un petit peu. L'idée, c'est comment on arrive à continuer à construire en densifiant. Et voilà, c'est un peu l'enjeu aussi sur le projet. Il ne doit pas me rester grand-chose à vous dire. Alors voilà, alors pour faire tout ça, là, c'est le futur tiers-lieu, en gros, c'est le bâtiment ES10 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il va regrouper, vous avez vaguement une idée des programmations avec les boutiques, des bureaux, des espaces d'apport, valorisation, donc des ateliers partagés. Et ben là, on est en train de construire avec eux une gouvernance déjà pour vivre sur le site actuellement. Donc, avec des collèges, projets urbains, ES10, donc le bâtiment, la gestion aussi des communs. Alors, je ne vais pas revenir sur cette notion de commun, mais il y en a beaucoup sur le site. Et l'idée, c'est qu'à terme, cette gouvernance qu'on est en train de construire là, on parle déjà de commencer à construire une association, ça puisse servir potentiellement pour l'exploitation aussi de ce bâtiment. Là, l'enjeu, c'est 8000 m² de bâtiment à gérer avec, à terme, là, on travaille avec le sens de la ville là-dessus. Donc, vous connaissez toutes ces strates d'un projet immobilier complexe entre le foncier, l'immobilier, l'exploitation et l'occupation. Classiquement, les occupants, ils occupent, ils ont un bail. Là, le but, ça serait de les faire monter à l'exploitation. Donc, ce que je vous disais là, c'est-à-dire que tout de suite, ce qu'on fait dans le transitoire, ça va servir dans le définitif. Et ils sont en capacité, on l'espère, c'est le défi dans 3 ans de gérer le bâtiment. Et pourquoi pas dans l'immobilier ? La question de la structure de portage. Est-ce qu'on les inclut dans la structure de portage ? Donc, ce que je n'ai pas dit, mais vous en doutez, c'est que c'est beaucoup des acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, donc avec des modèles économiques fragiles, compliqués, mais aussi à un moment donné la nécessité de pouvoir entrer sur le marché de l'immobilier tertiaire pour pouvoir solidifier aussi leurs entreprises. Et donc là, c'est l'enjeu aussi de pouvoir peut-être les faire monter à un cap. Alors, il y a beaucoup d'échanges, notamment politiques en ce moment, pour voir jusqu'où on va. Bien sûr, en maintenant le foncier, puisqu'il y aura de la dissociation foncière. Voilà, donc c'est l'enjeu qui est un petit peu devant nous là, pour le projet. Et puis se dire que ce qu'on fait là, on l'espère, fera école, puisque l'objectif, c'est aussi que ce soit réplicable. Donc là, j'ai remis pour boucler la boucle un petit peu, remis des photos de Pasteur. Voilà, ça nous a beaucoup inspiré. Pasteur, c'est aujourd'hui des emplois de public pour le faire tourner, le faire vivre. Là, l'objectif, c'est que ce soit un modèle autonome, viable économiquement, donc avec un
partage économique de la valeur sur le bâtiment. Merci beaucoup. Alors justement, dans ce partage d'expérience, c'est un peu la même question que tout à l'heure. Finalement, vos principales difficultés, elles sont où? C'est parce que c'est nouveau, hein, vous le disiez. Donc là, déjà, c'est de s'installer. Vous avez vous-même vos bureaux là-bas, mais voilà cette façon de faire nouvelle, donc chercher cette gouvernance partagée future. C'est aussi chercher des financements. Quelles sont les difficultés pour vous les plus enfin pas exemplaires du coup, mais les plus, enfin voilà, les principales difficultés? Oui, alors forcément, je ne vais pas faire original. Le premier frein, c'est effectivement économique. C'est comment est-ce que, je l'ai un peu dit. Alors, oui, c'est comme pour vous, finalement, c'est des modèles différents à chercher. Il faut aller chercher des financements. Oui. Alors, on a effectivement, on va tirer sur tous les leviers classiques de la construction. Déjà dans la sobriété des aménagements, le réemploi, le recyclage, même si le réemploi n'est pas toujours très économique encore. Mais ça va être un des premiers leviers sur évidemment la structure de portage, le taux de rendement et une foncière au moins solidaire. Voilà, et on a une société de portage au sein de territoire qui peut nous permettre aussi d'activer ce levier-là. Et puis à un moment donné, il y a effectivement le levier de la subvention. Effectivement, on a la chance d'avoir la Banque des territoires. Bon, c'est pas gagné, mais on va en tout cas pousser pour que ça puisse... en tout cas que l'utilité sociale fasse l'objet d'une première... Et je voulais juste dire que le vrai défi actuellement qui se pose, c'est la question d'expliquer notre métier d'aménageur, qu'est-ce que c'est, à tous les acteurs qui ne connaissent pas et qu'on veut faire monter aussi en capacité là-dessus. Et faire coïncider aussi nos temps. Le temps de l'aménagement est un temps long, compliqué, avec plein d'embûches, plein d'aléas, et on se rend bien compte, et on a déjà commencé à essayer de travailler sur une gouvernance partagée, qu'en les impliquant dans nos instances de gouvernance, d'un coup, ça se passe beaucoup mieux quand ils comprennent la complexité des mécaniques. Et voilà, c'est un peu l'enjeu là en ce moment, c'est d'interconnaissance entre les différents mondes. Avec l'idée peut-être que ce soit un projet reproductible, vous vous relancerez dans une telle démarche? Oui, alors c'est aussi le but, effectivement, notamment de construire un petit peu une boîte à outils. Alors, il n'y a surtout pas de formule magique pour faire de l'urbanisme transitoire, mais il y a quand même quelques bons réflexes, et on le sait, pour notamment les questions de RP. Hein, dès qu'on a que du public, c'est compliqué, ça coûte plus cher, et l'équilibre est compliqué. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, de se dire à quel moment on peut le faire, ou à quel moment vaut mieux partir tout de suite sur du projet définitif. Merci beaucoup. Peut-être une question de la salle éventuellement? Oui, madame. Alors, juste prenez le micro, comme ça les gens à distance peuvent vous entendre. Bonjour, merci. Je travaille chez un autre aménageur, chez Paris Sud Aménagement, et je voulais savoir si vous inscriviez à votre bilan, alors j'ai pas bien compris si ça faisait partie d'une concession, mais s'il y a une ligne urbaine transitoire, et si oui, si elle est conséquente. Enfin voilà, c'était pour filer le sujet financier. J'avais un peu prévu d'en parler, et puis il y avait tellement de choses à raconter. Mais alors, on a la chance de pouvoir faire ça parce qu'il y a le véhicule ZAC derrière, il y a le portage foncier, financier. Il n'y a pas de ligne urbanisme transitoire. En plus, c'est un des derniers secteurs. Donc, en fait, il arrive au bon moment parce qu'il arrive avec une assise de la ZAC qui fait que on peut se permettre de le faire, même si on a eu plein d'histoires, notamment de pollution. Pour classiques qui ont un peu contraint le bilan, mais non, alors c'est vraiment intégré à la ZAC. Donc en fait, les coûts, ne serait-ce que d'aménagement là dans les 5000 m² qu'on fait actuellement, ça c'est intégré, c'est absorbé par la ZAC, donc c'est déjà un effort de la collectivité indirectement qu'on peut faire grâce à la ZAC. Éventuellement une autre question à distance, n'hésitez pas, hein, je suis vigilante, n'hésitez pas à me poser des questions. Pas de questions en salle. Pas de questions à distance. Écoutez, on va changer d'échelle maintenant avec notre prochain projet. Pareil, je vous retrouve à la fin, monsieur, pour cette petite table ronde. Donc l'enjeu de la réinvention des entrées de ville n'est plus à démontrer. On ne compte pas moins de 243 zones commerciales en périphérie des grandes aires urbaines, un gisement de foncier optimisable et bien sûr à améliorer. La démarche est ici d'accompagner la mutation de ces zones commerciales en quartiers mixtes. Quel modèle économique, quel portage? À l'heure du ZAN et des défis climatiques, une réponse au triple enjeu du logement, de la sobriété et de la dynamisation des territoires.
premier retour d'expérience dans le Val d'Oise. Donc, je suis ravie d'accueillir Monsieur Jean-Noël Carpentier, maire de Montigny-les-Cormeilles, et Pascal Barboni, directeur général adjoint au développement du groupe Fray, pour ce beau projet. Bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le détail de cette belle opération de Montigny-les-Cormeilles, c'est intéressant de repartir du départ et en particulier de ce que sont ces zones commerciales d'entrée de ville dont on entend beaucoup parler, sous la dénomination de France moche. Et il me semblait important de remettre en perspective quels étaient les enjeux au niveau de ces différentes zones et morceaux de territoire. Ces zones commerciales sont tout d'abord, et on en conviendra tous, des échecs urbains et architecturaux, voire écologiques, puisqu'issus de l'urbanisme des années 70-80, on peut considérer bien évidemment qu'elles utilisent mal le sous-jacent foncier et que d'un point de vue insertion du territoire et insertion paysagère, ces boîtes en bardage métallique sont effectivement assez disgracieuses et constituent un paysage urbain qu'il convient de réinventer et rénover. Dans le même temps, nous assistons à un modèle et à un momentum de marché et de société qui transforme le modèle économique de ces zones d'entrée de ville, qui sont bien évidemment, comme toutes les formes de commerce, soumises à une pression et à une baisse des volumes d'achat, d'un point de vue bien évidemment sociétal, avec une prise de conscience inévitable sur la nécessité de mieux consommer, mais également de par la concurrence du e-commerce qui s'est installée maintenant depuis de nombreuses années et dont on atteint d'ailleurs un palier actuellement, puisque pour la première fois depuis de très nombreuses années, on assiste à une légère décroissance des achats sur le net. Tout ceci, par contre, se met en perspective d'un modèle pour les commerçants qui est un modèle frugal, avec un niveau de contrainte en termes de loyer et de charges extrêmement compétitif, qui leur permet, sur leur PNL, sur leur bilan d'exploitation, de pouvoir générer du résultat et bien évidemment tirer la quintessence de ce modèle frugal. Enfin, c'est extrêmement important de pouvoir rappeler que 65% de la population française vit autour de ces métropoles et donc fréquente ces zones d'entrée de ville pour 72% des dépenses qui y sont pratiquées. Et ce modèle aujourd'hui immobilier est le modèle sur lequel nous observons le taux de vacances le plus bas aujourd'hui en comparaison en particulier du modèle centre-ville. Inévitablement, ces zones doivent se réinventer, doivent se transformer et doivent bien évidemment tenir compte d'un momentum qui rend sous forme de catalyseur la nécessité de cette transformation. Le ZAN d'un côté, bien évidemment, mais surtout les défis climatiques qui s'ouvrent à nous et qui font de ces zones des zones qui doivent se transformer dans une perspective de pouvoir, bien évidemment, préserver une attractivité économique pour les territoires, de pouvoir offrir des possibilités, des alternatives pour ces mêmes territoires à l'heure du ZAN, de trouver des lieux de poursuite du développement territorial et enfin de pouvoir accélérer la transition écologique de l'ensemble de ces zones et de ces morceaux de territoire. On pourrait y voir une énorme contrainte, mais nous, on préfère y voir une formidable opportunité pour les territoires d'utiliser ce stock de surfaces artificialisées qui sont localisés à toutes les entrées de ville. Ces stocks de surfaces artificialisées qui, en l'espace de 20-30 ans, ont été rattrapés par l'urbanisation de la ville, qui se retrouvent pour la plupart de ces zones en cœur de métropole ou bien évidemment dans des tissus urbains beaucoup plus denses et qui offrent la possibilité de pouvoir être beaucoup mieux utilisés pour pouvoir en particulier y créer des surfaces beaucoup plus denses, une meilleure utilisation de ces fonciers, de la mixité d'usage et puis de pouvoir conserver, et c'est fondamental, des formes de commerce en adéquation avec la période que nous traversons et réinscrire ces zones d'activité économique monofonctionnelle dans une contribution active de la fabrique de la ville.
Merci. Pardon, un dernier petit point, et peut-être le plus important, la spécificité de ces zones est d'être occupées. Et c'est un point extrêmement fondamental, puisque pour venir opérer, traiter ces zones, il ne suffit pas d'acheter des murs, il ne suffit pas d'acheter ces boîtes disgracieuses pour les démolir et en faire autre chose. Puisque, bien évidemment, on a une spécificité française avec le décret de 53 qui confère aux commerçants qui occupent ces lieux un droit commercial, une propriété commerciale, une valorisation de leur fonds de commerce qu'il convient de prendre dans l'équation économique, puisque si nous intervenons de manière relativement usuelle, en rachetant des murs, en évinçant un commerçant, on vient bien évidemment empiler un bilan d'aménagement de sommes extrêmement importantes qu'il convient de pouvoir neutraliser par des opérations de transfert. Donc, une des spécificités, si on veut réussir à traiter ces zones-là, c'est de pouvoir créer une dynamique à travers un phasage et une dynamique pour ces commerçants de venir non pas quitter ces zones, mais plutôt se transférer au sein de ces zones, permettant ainsi d'éviter la nécessité de racheter ces fonds de commerce et obérer de fait le bilan économique de ces opérations. On a mis un petit exemple, je vous en citerai un autre qui est encore plus parlant. On est aménageur d'une ZAC de 150 hectares au nord de Strasbourg, bilan d'aménagement 72 millions. En plein milieu de cette ZAC, il y avait un gros commerçant d'outillage qui faisait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous comprenez bien que si on indemnise et on rachète ce fonds de commerce, 70% de son chiffre d'affaires, allons faire un chiffre à peu près rond, on voit bien qu'à l'échelle de l'économie d'un bilan d'aménagement, on obère complètement la faculté de pouvoir mettre en œuvre cette dynamique de rénovation urbaine et de renouvellement urbain et commercial. Donc le nerf de la guerre, c'est de par une intervention en site occupé, de venir réussir à trouver un mécanisme et une finesse opérationnelle qui permettent de transférer ces commerçants et de non pas les évincer. Sur le projet de Montigny, plus précisément, monsieur le maire ? Oui, merci. Je suis ravi d'être là. On parle à deux voix, mais on a chacun sa spécificité. C'est un projet, chaque projet de rénovation d'une entrée de ville est d'abord un projet politique, un projet de territoire, porté par les élus, porté par les habitants. Et ensuite, il faut trouver des partenaires pour pouvoir donner du concret, de la réalité à ces choses-là. C'est en cela où on fait équipe avec Frey, je vais vous dire comment tout à l'heure. Montigny-les-Cormeilles, c'est dans le Val d'Oise, donc c'est pas très loin d'ici, c'est 25 minutes, 30 minutes quand ça roule bien. En transport, c'est pas mal. J'ai mis 40 minutes pour venir, donc ça va. Ça roule bien aussi, quoi, c'est voilà, ça. Dans le transport, ça roule toujours bien en général. Enfin, bon, ça dépend. Ça dépend. Et en tous les cas, on n'est pas très loin. Vous voyez, on n'est pas dans le périurbain totalement éloigné. Hein, on est entre Argenteuil et Cergy. Dans ma commune, on est à 7000 habitants au kilomètre carré. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas un territoire totalement décousu. Hein, c'est relativement dense. Mais cette surface commerciale, elle a été créée comme beaucoup d'autres dans les années 70-80. Qu'est-ce que vous voulez ? À l'époque, c'était le tout bagnole. Hein, on était content, on prenait la voiture, ça roulait relativement bien, on avait envie de consommer, les élus locaux avaient besoin de toucher des taxes. Bon, on était tous d'accord, quoi. Et on ne se posait pas trop la question de la qualité architecturale, de la consommation énergétique de ces boîtes à chaussures. Bon, donc voilà, pas forcément de mea culpa à faire, on peut s'en faire un petit peu, mais enfin, c'était comme ça, c'était un modèle de développement, un modèle de commerce qui avait sa réalité. Les élus et les opérateurs commerciaux ont eu leur propre responsabilité dans la création de cette affaire, mais il y a plus de 50 ans, avec les visions du monde à cette époque. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus pour plusieurs raisons. En tous les cas, c'est en train de se réduire, parce que les chiffres que donnait M. Barboni, certes, c'est vrai, mais ce qu'on voit, c'est une pente qui ne va pas s'améliorer, c'est une pente qui est en train de baisser. Hein, donc, si on continue, on va avoir des carreaux de plate comme il peut y avoir
dans d'autres endroits en Europe et surtout aux États-Unis. Donc c'est un modèle qui doit se réinventer. Chez moi, en tous les cas, c'est le cas. Cette zone commerciale qui est longue de 5 km, qui s'étend sur 5 communes, sur Montigny-les-Comèques, c'est 1,5 km, elle est rattrapée par l'urbanisation, elle ne fonctionne plus, on a un taux de vacances de plus en plus fort et on a des locations qui sont de moins en moins, des enseignes qui sont de moins en moins de bonne qualité, et donc une perte de substance de l'opération. Et puis c'est quand même la réalité de la France moche, même si j'aime pas trop cette dénomination, mais enfin quand même, c'est rattrapé par l'urbanisation, je le disais à côté, et puis bon, bah, ça crée vraiment des fractures dans le territoire, et donc il faut rénover cela. C'est cette idée-là qu'on a eue il y a une douzaine d'années avec les élus, et de se dire on va tenter de modifier cette affaire. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on a fait une petite étude économique, refaire un retail park, ça ne nous intéresse pas. Refaire des boîtes à chaussures plus jolies, ça ne nous intéresse pas. Hein, nous, ce qu'on veut, c'est créer un quartier. Ce qu'on espère, c'est recréer un quartier là, sur ce kilomètre, avec un cœur de ville, etc. Recréer un quartier et de se dire, une fois qu'on aura terminé, bah, tiens, ça aurait dû être tout le temps comme ça, en fait. Bon, pas facile. Bon, la première chose qu'on a fait, c'est de se dire, bah, on intègre tout ça au PLU et on permet la mixité fonctionnelle. Donc, il faut du logement, du loisir, du service public, de l'équipement public, des arbres. Il n'y a pas un arbre là-dedans. Sur 30 hectares, il n'y a pas un arbre. C'est le désert total. Donc, c'était d'abord ça notre projet. Donc, on a travaillé avec un grand architecte, un grand urbanisme, David Mangin, qui nous a aidés au départ, hein, celui qui a eu le Grand Prix de l'urbanisme pour son bouquin La France franchisée. Et on a pu dessiner un plan guide important qui structurait les équipements publics, qui structurait les espaces publics, etc. Et puis, une dizaine d'années après, parce que tout ça, ça m'a pris plus de 12 ans, hein, oui, j'ai les cheveux blancs, au départ, non. Et donc, quelques années après, on a fait la rencontre avec Fray, et Fray nous apportait cette capacité d'une foncière de commerce, de mettre en adéquation le projet urbain, c'est-à-dire le logement, et en dessous le Redville, l'animation du Redville. Et donc, on a travaillé sur cet aspect-là pour rendre vivant tout simplement le nouveau quartier que l'on va créer. Parce que sinon, on risquait de faire des paquets de logements, vous voyez, sans réelle animation de Redville. Le Redville, c'est indispensable lorsqu'on pense au logement. Il va y avoir à terme 900 logements sur cette Je crois que vous avez des slides suivants, justement, où vous nous montrez oui, plus précisément le projet. Tout à fait. Donc, on a... Voilà, je vais passer un peu là-dessus rapidement. Je vous en ai dit l'essentiel sur cette zone, elle ressemble à beaucoup d'autres. Donc ce plan guide a été élaboré il y a une dizaine d'années, on a bien avancé maintenant, les premières grues sont enfin arrivées. Et donc on va créer sur 1,5 km 900 logements, mais on va mettre donc du commerce, une voie piétonne, on a créé un parc, on crée des places publiques, évidemment on va planter des centaines d'arbres. Bref, il y aura beaucoup plus d'espace public qu'après, que maintenant. On va mettre une nouvelle école de 14 classes. Tout ça s'organise petit à petit. Bon, voilà, les restaurants, etc. Bon, et cette école, une promenade commerciale, ou en tous les cas une rue piétonne animée avec du commerce en pied d'immeuble. Et donc la grosse difficulté de cette affaire, c'est l'équilibre financier. On parlait tout à l'heure des équilibres de l'aménagement. Toujours les sous. Voilà, parce que, évidemment, ce que disait M. Barboni, les boîtes à chaussures aujourd'hui, ce ne sont pas des boîtes vides. Il y a de l'activité quand même devant. Il y a quelques boîtes qui sont vides, effectivement, mais il y a de l'activité, il y a de l'emploi. Même si l'activité se réduit, il y a quand même du chiffre d'affaires. Et puis, il y a quand même des gens qui habitent dedans. Vous voyez, on n'est pas dans un urbanisme soviétique, là. Hein. On négocie, on travaille le partenariat, etc. Et donc, on a passé une convention avec l'établissement public foncier. Je crois que quelqu'un va parler tout à l'heure pour l'établissement public foncier. Et
et qui nous a permis de maîtriser le foncier et de pouvoir réaliser les logements, en tous les cas de créer les équations économiques possibles grâce à l'établissement public foncier, et donc avec Fray qui va travailler avec les opérateurs de logement pour le rez-de-chaussée, pour qu'on puisse bien travailler sur un quartier vivant et multifonctionnel. Il faut savoir que le foncier coûte très cher. L'école que l'on va fabriquer va coûter 13 millions, 14 classes, bon, c'est le prix normal de construction, mais c'est le foncier qui va nous poser un problème pour cette école. Le foncier, je vais le payer 7 millions, messieurs, dames. 7 millions pour poser une école. Donc mon école, elle va me coûter 22 millions. Donc je donne toujours cet exemple pour bien comprendre que ce foncier est un foncier vivant, et donc refaire la ville sur ce type de zone active pose des problèmes de financement et d'équilibre financier. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix, pour ça d'ailleurs que l'État y travaille, à aider le subventionnement de ce type d'aménagement. Oui, il y a un grand plan, on peut le rappeler, un grand plan qui a été d'Olivia présenté récemment. Grégoire, voilà, qui annonce 24 millions. Bon, c'est pas beaucoup, 24 millions. Vous voyez, pour 10 opérations, si on fait à leur ratio, ça fait 2,4 millions. C'est pas bon, voilà, ça me fait le prix de l'école. Bon, c'est pas. Mais en tous les cas, il y a une intention derrière. Ouais. Et on est en relation également avec la Banque des Territoires qui va nous épauler, parce que au bout du compte, lorsqu'on fait une opération, c'est en cours, lorsqu'on fait une opération d'aménagement, bien sûr, au départ, lorsqu'elle est complexe, cette opération, elle est déficitaire. Ou en tous les cas, on a un problème de trésorerie au départ. Mais ensuite, vous dynamisez le territoire. Et en quelques années, vous touchez de la taxe, vous touchez de l'activité, un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est la première table ronde, qui était passionnante là, sur l'évaluation économique et sociale, enfin je ne sais plus comment on appelait ça, l'ESE. Social et solidaire. Ça va vraiment, à terme, dynamiser la commune, et on va pouvoir bénéficier d'un vrai centre-ville à la fin, parce qu'aujourd'hui, Montigny-les-Cormeilles, c'est une ville qui est un ersatz, si vous voulez, des villes nouvelles. Dans la suite de Cergy-Pontoise, l'État a créé quelques petites villes nouvelles comme cela, où Montigny, dans les années 60, est passé de 4 000 habitants à 17 000 habitants en à peine 5 ans. À quel état vous en êtes? Quelles sont les prochaines étapes? Voilà. Alors, on va vous présenter un petit film. Alors, attendez, comment c'est vous qui avez fait ça, M. Fray? J'appuie sur le bouton, là. Peut-être le temps que... Ouais. Voilà, ça va venir, voilà. Si ça va fonctionner. C'est là-bas, peut-être que ça démarre. Voilà.
Merci, merci beaucoup, messieurs. Alors, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais quand même prendre... Oui, vous pouvez applaudir, hein, bien sûr. C'est un beau projet. Peut-être, oui, je vois une question de madame dans la salle. Est-ce que quelqu'un peut lui apporter un micro? Non, il vous faut un micro parce que sinon les gens... voilà. Bonjour. Dans la dernière présentation, je crois comprendre que le périmètre d'intervention, c'est limité, entre guillemets, hein, c'est pas du tout une critique, aux tissus urbains commerciaux à l'origine. Et il y a en vis-à-vis des quartiers de maisons individuelles ou peut-être de mini-copros. Quelle vision avez-vous à l'avenir? Puisqu'on va se retrouver avec des profils d'immeubles en R+4, R+5 et en vis-à-vis de petites maisons. Est-ce que c'était trop dur d'aborder le sujet? Est-ce que ce n'est pas une volonté? Enfin voilà, comment voyez-vous les choses? Non, parce que le corridor commercial, il est des deux côtés. Hein. Il est des deux côtés de l'avenue. Hein. Alors là, ce n'est pas bien représenté, mais oui, il y a des morceaux un peu plus hauts que d'autres, mais c'est des deux côtés. C'est vraiment un corridor, hein. C'est vraiment un tunnel commercial. Et donc, oui, on s'attaque prioritairement à l'évolution des boîtes à chaussures, quoi, hein, des magasins. Alors, il y a quelques tout petits pavillons devant qui seront dans l'opération d'une manière générale. C'est déjà bien intégré. Donc les deux côtés sont traités hein, par l'opération. Au total, ça fera 900 logements. En nombre de mètres carrés d'activité, on va bousculer à peu près 20 000 mètres carrés hein, d'activité. On en reproduit à peu près le même nombre, hein, aux alentours de 20 000, mais sauf qu'il n'y aura pas forcément que du commerce, il va y avoir aussi du service public, il va y avoir des services à la personne. Par exemple, une école, moi je considère qu'une école, c'est de l'activité. Ce n'est pas de l'activité commerciale, certes c'est de l'activité. Et je peux vous dire qu'en nombre d'emplois, une école c'est quelque chose. Hein, moi l'école qu'on va créer, elle va faire 40-45 emplois. Hein, voilà, donc ça fait partie aussi de la suite du projet et du positif à moyen terme. Merci beaucoup. Peut-être une autre question? Nous n'avons toujours pas de questions à distance? Non? Ah oui? Attendez, vous me donnez un micro. Bonjour madame. Bonjour. Je voulais savoir, là, sur la question, vous êtes sur la reconversion, la transformation d'un patrimoine tout en linéaire. Vous parliez tout à l'heure aussi de la création de cœurs de ville. Et je voulais savoir, déjà, là, j'ai eu un petit peu de mal à repérer où se trouvait ce cœur de ville et comment vous aviez déterminé la localisation et la fabrique de ce cœur de ville sur un linéaire pareil. Oui, évidemment, on ne peut pas parler de centre-ville sur 1,5 km de linéaire, ça serait pas raisonnable. Hein. On aura un cœur de ville, on va faire un quartier habité, c'est ce qu'on appelle ça, un quartier habité, mais comme c'est habité tout le long, vous voyez, tout le long sur 1,5 km, toute la jonction, c'est ça le travail urbain à faire hein, au départ. C'est une dentelle urbaine finalement. Bien sûr, on recoue la ville, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie rupture, ce boulevard commercial avec le reste de la ville. Donc on recoue, et un endroit à peu près au milieu du barreau commercial, c'est là où on va faire le cœur de ville. Il n'est pas très loin de la mairie existante. Hein, d'ailleurs, il faudra traiter également un passage avec Carrefour. Bon, je vous passe les détails. Mais oui, il y a de la dentelle urbaine à faire qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années. Hein. Merci beaucoup. Une dernière question. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous préciser les contours de l'intervention de frais dans cette opération? Parce qu'il y a une diapo qui évoquait une activité de conseil sur l'opération, de conseil sur la programmation commerciale, etc. Pour autant, vous êtes une foncière. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous intervenez précisément sur l'opération? Alors, ce n'est pas une intervention de conseil. Aujourd'hui, on est intervenu dans un premier temps, effectivement, pour accompagner la collectivité dans l'adéquation du plan guide qui avait été réalisé par rapport aux enjeux commerciaux et par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette nécessité d'être dans une opérationnalité fine visant à opérer des transferts. Donc toute la partie compatibilité du plan guide avec la réalité commerciale existante, mais également future,
a été notre première contribution. Après, on va avoir une intervention qui va prendre plusieurs formes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le commerce et les espaces publics qui vont intervenir, alors cette rue intérieure que l'on a vue dans la vidéo, vont permettre d'activer l'espace public et surtout de créer l'animation de ce nouveau quartier. Et donc, il est impératif pour nous de pouvoir avoir la garantie que le dessus et le dessous, avec l'horizontalité, correspondent à une forme de communication possible et que le commerce ne soit pas demain la résultante des contraintes de ce qu'il y a dessus. Et pour ce faire, en fait, on va également intervenir au sein des SCCV de promotion immobilière dans la réalisation de ces morceaux, à côté d'opérateurs et de promoteurs de logements, pour justement avoir la garantie que ces locaux commerciaux demain auront une pérennité dans le temps, que nous allons, nous, bien évidemment, opérer demain également en tant qu'investisseurs. Donc on a une capacité à accompagner la collectivité de ce que vous appelez le conseil en amont, où effectivement l'idée est de pouvoir permettre une bonne correspondance entre les différents règlements, plans guides et réalités commerciales et opérationnelles, et puis pendant toute la chaîne de réalisation, de s'assurer que le produit final va être un produit qui sera autre chose qu'une façade avec du carreau de plâtre. Oui, parce que le gros problème lorsqu'on fait de l'aménagement, vous le savez sûrement, c'est que parfois quand on veut du commerce, les élus veulent du commerce au rez-de-chaussée, on veut du commerce, on veut de l'activité, etc. Et puis souvent, bien, on confie ça à un opérateur de logement et puis au bout du compte, vous vous retrouvez avec des carreaux de plâtre parce que vous ne trouvez pas de preneur dans vos commerces. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Hein. Donc, on a bien défini le rez-de-ville, on a beaucoup travaillé sur le rez-de-ville. Hein. Il n'y aura pas que du commerce, je l'ai dit. Il y aura vraiment une mixité, y compris à l'intérieur des locaux dédiés à l'activité, pour permettre de vrais rez-de-ville vivants. Et là, c'est là où c'est utile, c'est que Fray va être, en tous les cas dans une grande partie, en partenariat avec les opérateurs de logement. Hein, et donc, ils auront leur mot à dire. Hein. Ce qui est totalement nouveau, en fait. Alors, vous, ça dit, parce que du coup, le temps avance, mais ça dit beaucoup de la transformation de votre métier aujourd'hui pour chacun d'entre vous, finalement. Alors, tout à fait. Je reprécise quelque chose d'extrêmement important. À la différence d'autres opérations, ce n'est pas le cas sur celle-ci, nous ne sommes pas ménageurs. C'est-à-dire que sur la première partie en particulier, on va acheter des charges foncières, comme n'importe quel opérateur privé, en l'occurrence à l'établissement public d'Île-de-France, qui a assuré la maîtrise foncière de cette première partie, de ce premier tronçon. Et donc on va opérer en tant que copromoteur et puis comme investisseur dans un dernier temps. Sur d'autres opérations, je citais Strasbourg, Vandenheim, la zone nord, effectivement, cette fois-ci, nous intervenons à la fois comme aménageurs, au titre d'une concession d'aménagement que vous connaissez tous, et également comme investisseurs. Donc, oui, nos métiers ont profondément changé. De promoteur, on est devenu foncière. De foncière, on est devenu aménageur. Et on a la nécessité maintenant de pouvoir embrasser et de créer une vision 360 parce que pour créer ces morceaux qui sont tout sauf ex nihilo, il faut effectivement avoir la vision globale, la vision d'ensemble et demain être en capacité aussi d'avoir une vision de producteur de logement. On a fait le choix de ne pas faire de ZAC parce que c'était trop complexe sur 1,5 km. Donc on a découpé en îlots. Et on fait un fonctionnement avec la taxe d'aménagement majorée. Alors à quelques endroits, on fera peut-être des pupes. Puis à un autre bout, un dernier îlot, on fera certainement une ZAC parce que c'est très complexe. Mais on a préféré avancer comme ça et on travaille beaucoup avec l'EPF. Pour pouvoir réaliser ensuite les îlots à bâtir, le dessin des îlots, etc. On travaille de ce point de vue énormément. Donc, il y a quelques aménageurs qui nous aideront, qui nous aident déjà d'ores et déjà. Merci beaucoup. Alors du coup, on n'a plus beaucoup de temps. J'aurais aimé justement approfondir cette transformation des métiers avec vous. Quand on a préparé ces interventions, on a parlé beaucoup de l'agilité que ça demande aujourd'hui, cette agilité,
cette prise de risque aussi pour chacun d'entre vous, on l'a entendu pour chacun des projets, cette fait d'être ouvert aux différents métiers, enfin voilà, toutes ces choses qui changent. Juste pour faire un dernier petit tour de table quand même, quel message vous voudriez donner aux professionnels qui nous écoutent, qui s'engagent sur cette construction du déjà là? Voilà, qu'est-ce qui est pour vous important? On a beaucoup parlé de collaboration aussi entre les acteurs. Je vous en prie, monsieur. Je fais un petit après vous, monsieur Bougamont. Oui, au risque de me répéter, effectivement, vous l'avez dit, le changement du métier, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un aménageur qui devient progressivement gestionnaire de tiers-lieux, on va dire, pour faire court, même si c'est pas forcément tout à fait ça. Et ça nécessite effectivement des compétences. Et puis, oui, une ouverture d'esprit, savoir expliquer ce qu'on fait, le décrypter, et puis accompagner des acteurs qui n'ont pas encore une fois, les mêmes temporalités, les mêmes logiques économiques. Vous disiez aussi accepter de se laisser surprendre, accepter le risque. Et accepter effectivement de rompre un petit peu la chaîne classique de l'aménagement et des phases successives de esquisse, APS, APD, Pro, DCE. Mais ça, on n'a plus le choix, on est déjà dedans, je crois. Je crois qu'on l'a entendu toute la journée. De toute façon, voilà, l'impératif économique et écologique fait que on se repose déjà beaucoup de questions, mais il faudra probablement le faire plus souvent et plus systématiquement demain. Ouais. Monsieur Bougamont. Moi, nos métiers évoluent parce qu'on s'adapte en permanence. C'est un vrai sujet et ça demande beaucoup de fluidité avec nos partenaires également dans les façons de faire, parce qu'il y a la question de la gouvernance des projets en permanence, de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec quelle facilité et quelle fluidité sur des opérations qui sont complexes. Et ça oblige tout le monde, nous, mais aussi nos partenaires, à repenser très souvent leur façon de faire et d'agir. Pour ne pas évoquer la Banque des Territoires et la Banque Postale à mon tour, mais ils ont inventé un modèle de financement sur Tourcoing Centre-Ville, un outil de portage financier qu'on n'avait pas et qu'on ne trouvait pas, parce que porter des actifs sur 8-9 ans, ce n'est pas un modèle qui est courant en fait. Donc ces modèles-là permettent d'innover aussi. Voilà. Ouais. Et puis, je crois que vous m'aviez parlé aussi de cette collaboration, ce dialogue en fait finalement avec tout cet ensemble d'acteurs qui est encore plus important aujourd'hui. Tout à fait. Dans la ville habitée, donc c'est encore plus vrai. Allez-y, monsieur. Mon métier de maire évolue beaucoup. Voilà, Non, le dernier point. En tout cas, vous êtes plus dans le dialogue, encore plus avant avec différents types d'acteurs. Le dernier point, c'est effectivement la nécessité de combiner, de rassembler tout un tas de savoir-faire qui étaient peut-être présents sous forme de silos dans les manières dont on pouvait appréhender et traiter les sujets. Vous parliez d'agilité, de flexibilité, puis également d'audace. On a, nous, avec la Banque des Territoires, et pour citer une fois de plus la Banque des Territoires et CDC Habitat, créé un partenariat, créé un outil de maîtrise foncière, un outil de portage foncier qui est effectivement à disposition des territoires, qui est un outil complémentaire qui vient aujourd'hui compléter une offre déjà existante. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir, sur des objets en tout cas aussi complexes que les restructurations d'entrée de ville, opérer tout seul. Et on est plutôt dans diversifier les approches, diversifier les profils et combiner des savoir-faire qui n'avaient pas forcément vocation à se rassembler et à créer autant de porosité par le passé. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour ces très beaux projets. Vous pouvez les applaudir. Et merci beaucoup. J'étais très heureuse d'être avec vous. Je vais laisser ma place maintenant pour la conclusion. Rémi, c'est à vous avec monsieur Bouvoulot.